Quelle que soit sa forme, œuvre complexe aux allures de langage sacré, ou simple divertissement accessible, la musique demeure un vecteur fondamental d'émotion, de culture et d'identité. À travers elle, des générations entières se sont reconnues, soulevées, émues et révoltées ou consolées. Prenons l'exemple d'Innuendo, morceau emblématique du groupe Queen, sorti en 1991. L'introduction s'ouvre sur des roulements de batterie puissants et syncopés, avant que la guitare électrique ne vienne imposer un riff nerveux et dramatique. La voix de Freddie Mercury déploie une large tessiture avec un contrôle précis de la dynamique et une articulation impeccable, toujours en parfaite synchronisation avec le tempo. Le chant aussi entre envolées mélodiques et passages récitatifs, parfois proches de la déclamation lyrique. Les arrangements vocaux ajoutent une complexité polyphonique qui enrichit considérablement la texture sonore du morceau. L'ensemble témoigne d'une production sophistiquée et d'une maîtrise technique rare. Face à une telle œuvre, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, éprouvent un certain manque. Un sentiment diffus que la musique contemporaine, en particulier celle qui domine l'espace médiatique, aurait perdu quelque chose de sa profondeur, de son audace, de son âme. Les mélodies paraissent plus uniformes, les harmonies moins explorées, les textes parfois réduits à des formules stéréotypées. Faut-il y voir un déclin irrémédiable de la musique populaire ou simplement la nostalgie d'un auditeur désabusé? Est-ce le monde qui a changé ou bien notre manière d'écouter? Ces interrogations aussi sensibles que complexes méritent d'être explorées. À travers cette réflexion, il s'agira de comprendre les dynamiques qui ont façonné l'évolution musicale des dernières décennies, les mutations sociales et technologiques qui l'ont accompagnée, et peut-être, au fond, de révéler ce que cette révolution dit de nous. En tant qu'auditeur du XXIe siècle, depuis l'Antiquité, la musique dépasse largement la simple dimension esthétique pour s'imposer comme un langage profond, un vecteur d'expression métaphysique et spirituelle. Bien avant l'apparition des mots écrits, les sons et rythmes accompagnaient les hommes dans leur quête existentielle, leur rituel et leur célébration. Dans de nombreuses civilisations, la musique occupe une place centrale dans les pratiques religieuses et spirituelles. Elle est souvent perçue comme un pont entre le monde matériel et le divin, capable d'élever l'âme, de purifier l'esprit, voire de guérir les corps. Les chants sacrés, les hymnes et les incantations rythment les cérémonies, guidant les participants vers un état de conscience modifié, un contact avec l'invisible. Par ailleurs, la musique constitue un pilier des traditions culturelles, transmettant des récits, des valeurs et des savoir-faire à travers les générations. Dans les sociétés où l'écrit est absent ou rare, la transmission orale par le chant, la danse ou le jeu d'instruments devient essentielle pour préserver la mémoire collective. Exemple emblématique, les chants grégoriens. Dans la chrétienté médiévale, les polyphonies sacrées des traditions orthodoxes, les mantras dans l'hindouisme, les rythmes chamaniques des peuples autochtones, les chants soufis qui unissent poésie mystique et trance musicale, ou encore les polyphonies corses et les guerzes bretonnes en Europe. Tous témoignent d'une musique profondément liée à la spiritualité et à l'identité. Ainsi, la musique se présente comme un langage ancien de l'âme capable de transcender le temps et les frontières et de toucher au plus intime de l'être humain. Cette dimension profonde invite à réfléchir sur ce que nous avons perdu ou transformé dans notre rapport à cet art. L'histoire de la musique savante occidentale, souvent désignée sous le nom de musique classique, est marquée par une recherche constante de complexité, d'ordre et de raffinement artistique. Des œuvres de Bach aux innovations de Debussy, en passant par l'équilibre lumineux de Mozart, cette tradition musicale s'est construite autour de règles précises. Harmonie, contrepoint, structure formelle. Tout y obéit à un langage codifié qui élève la musique au rang d'art intellectuel. Prenant par exemple la symphonie numéro 40 de Mozart, ce chef-d'œuvre illustre à lui seul ce subtil équilibre entre émotion contenue et rigueur formelle. Rien n'y est laissé au hasard. Chaque motif, chaque modulation, chaque tension harmonique répond à une intention claire et participe à une architecture musicale parfaitement maîtrisée. Mais cette musique n'est pas conçue pour être consommée rapidement. Elle réclame du temps, de l'attention, une forme de lenteur volontaire, presque méditative, qui permet d'en découvrir les nuances, les infimes variations, les jeux de résonance et les développements thématiques. C'est une écoute exigeante qui mobilise autant l'intellect que la sensibilité. Dans les sociétés d'ancien régime fortement hiérarchisées, la musique classique s'impose également comme un marqueur social. Elle devient l'apanage des cours royales, des salons aristocratiques, puis des grandes institutions bourgeoises.
L'opéra, forme totale mêlant chant, théâtre et scénographie, cristallise cette élévation de la musique en art noble. Comprendre un opéra, en saisir la richesse symbolique et musicale, suppose une éducation, une familiarité avec les codes et même un certain statut. Ainsi, bien au-delà du simple divertissement, la musique classique s'inscrit dans une logique culturelle de distinction. Elle devient le miroir d'une société qui valorise la maîtrise, la profondeur et le savoir, et pour qui l'art est aussi un instrument de pouvoir. Cette sophistication musicale agit comme une barrière d'accès, renforçant la stratification sociale. La maîtrise de la musique, savante, son appréciation, deviennent des signes d'appartenance à une classe élevée. La complexité, loin d'être seulement artistique, joue un rôle social en distinguant ceux qui peuvent la comprendre et la valoriser des autres. Ce processus aboutit à ce que l'on peut qualifier de snobisation de l'art. La quête de profondeur et de complexité musicale devient en réalité une quête de démarcation sociale. L'art, loin d'être uniquement une recherche esthétique, devient un instrument de distinction, une manière de signifier son appartenance à une classe culturelle élevée. La complexité, les nuances et les subtilités musicales ne sont alors pas seulement des valeurs artistiques, mais aussi des barrières symboliques. Elles renforcent l'exclusion, créent des hiérarchies culturelles et font de la musique savante un marqueur identitaire. Ce processus conduit heureusement à la création des plus grands chefs-d'œuvre. Le XXe siècle marque une révolution dans la diffusion et l'accès à la musique grâce à des innovations technologiques majeures. Le disque vinyle, la radio, puis la télévision. Ces médias démocratisent la musique, la rendant accessible à des millions de personnes, bien au-delà des élites traditionnelles. Retenez bien cette règle. La massification entraîne souvent une perte de technicité ou de subtilité. Avec cette démocratisation, naît la musique populaire moderne, pop, rock, jazz, puis rap conscient. Ces genres trouvent un équilibre singulier entre accessibilité et profondeur. Ils utilisent des structures plus simples, des refrains accrocheurs, mais portent souvent des messages puissants, voire des revendications sociales. L'extrait de Like a Rolling Stone de Bob Dylan incarne parfaitement la rencontre entre profondeur du message et accessibilité musicale. Portée par une voix âpre et une écriture poétique, cette chanson devient l'un des emblèmes d'une époque en mutation, où la musique populaire s'érige en vecteur de contestation et de conscience sociale. Mais l'impact de cette période ne se limite pas au seul texte ou à la composition musicale. Elle marque aussi l'émergence de mouvements de fans d'une intensité inédite. Ces communautés, souvent passionnées, voire déchaînées, traduisent une nouvelle forme d'engagement. Nourries par un besoin d'identité et de rupture avec l'ordre établi, la Beatlemania en est l'exemple le plus frappant. Les concerts de Beatles, ponctués par des cris hystériques et des scènes d'euphorie incontrôlables, révèlent une révolte diffuse, principalement adolescente, qui cherche à s'exprimer dans et par la musique. Le groupe dépasse alors son statut d'artiste pour devenir un phénomène culturel. Un miroir dans lequel toute une génération projette ses rêves, ses frustrations et son désir de liberté. L'écoute de I Wanna Hold Your Hand des Beatles suffit à elle seule pour saisir l'énergie électrique et l'émotion collective qui traverse les années 60. Ce morceau, simple en apparence, incarne une époque où la musique populaire devient un vecteur d'enthousiasme, d'éveil et de transformation sociale. Mais cette intensité n'est pas propre au monde anglo-saxon. Dans d'autres cultures, elle prend des formes tout aussi puissantes. En Égypte, les concerts d'Kulthum et les apparitions d'Abd al-Halim Hafid déclenchaient une ferveur rarement égalée. Leur voix portait une charge émotionnelle telle qu'elle semblait suspendre le temps. Pour des millions d'auditeurs, leur musique représentait bien plus qu'un divertissement. Elle devenait souffle vital, consolation, exaltation. La profondeur de ces liens allait parfois jusqu'à l'extrême. À la mort de certaines de ces figures emblématiques, des cas de suicide de fans furent rapportés. Soulignons le rôle quasi spirituel que la musique pouvait jouer dans la vie de ces individus. Ces épisodes, aussi tragiques que révélateurs, témoignent de la place essentielle qu'occupe la musique dans les trajectoires d'individuels et collectives. Pour comprendre la profondeur et la gravité de cette musique, il suffit d'écouter un extrait d'Al-Atlal d'Kulthum, où chaque note porte une charge émotionnelle intense et un sens profond. Ce rapport passionné au chant et à la musique se traduit par un rôle actif du fan, bien différent de la passivité apparente des auditeurs contemporains. Aujourd'hui, la musique est omniprésente, accessible, en permanence, mais souvent consommée sans réel investissement émotionnel. À l'inverse,
Le fan d'autrefois était un acteur engagé qui projetait dans la musique son identité, ses espoirs et ses contradictions. Cette relation intime et parfois conflictuelle témoignait d'un lien profond entre l'art et son public. Dans ce contexte, la qualité des textes prenait une importance capitale. Certains des meilleurs paroliers de l'époque ont élevé l'écriture de la chanson en une véritable quête de sens, faisant de leurs paroles autant de messages puissants et porteurs d'émotions. Bob Dylan a magistralement perfectionné l'art de la métaphore et de l'allégorie pour traiter des thèmes majeurs tels que la guerre, l'injustice ou la condition humaine. Ces textes, à la fois poétiques et percutants, invitent l'auditeur à une réflexion profonde plutôt qu'à un simple refrain facile à retenir. Il n'est donc pas surprenant que Bob Dylan soit le seul chanteur à avoir reçu un prix Nobel de littérature, récompensant ainsi la puissance et la singularité de son écriture. Les chanteurs de cette époque jouaient le rôle de prophètes modernes, leur message résonnant comme des sermons puissants adressés à l'âme. C'est cette profondeur de propos qui a nourri le mouvement hippie, souvent perçu comme animé par une énergie musicale et spirituelle inédite. Pour en identifier le chantre originel, il faut remonter aux ballades folk de Bob Dylan, notamment The Times They Are Changing, qui ont insufflé à toute une génération l'espoir d'un monde plus juste. Plus tard, Scott McKenzie a offert l'hymne emblématique de San Francisco, incarnant l'esprit de liberté et de paix qui traversait cette époque. Figure de proue, de rébellion et de conscience politique, John Lennon insufflait à ses textes une franchise radicale et une mélancolie introspective. Sa voix, parfois rock, portait l'urgence de ses convictions. De « Give peace a chance, I imagine », il passait d'un cri collectif en faveur de la paix à une méditation utopiste sur l'unité humaine. Architecte de mélodies inoubliables, Paul McCartney se distinguait par son sens inné de la forme pop et son optimisme communicatif. Bassiste virtuose, il posait des lignes chaloupées, parfaitement rythmées, tandis que ses compositions oscillent entre standards festifs comme Oladdi Olada et ballades sublimes telles que Let It Be ou Yesterday, où piano et cordes tissent une atmosphère nostalgique. McCartney a exploré aussi bien le rock'n'roll traditionnel que des arrangements baroques, toujours avec cette aisance mélodique qui le rendait immédiatement mémorable. Caméléon artistique par excellence, David Bowie réinventait sans cesse son identité et son univers musical. Bowie jouait avec les genres et les personnages. Sa voix androgyne et théâtrale, ses costumes et mises en scène faisaient de chaque disque une performance totale. Ses textes, souvent énigmatiques et futuristes, mêlaient science-fiction, réflexion existentielle et satire sociale, créant un espace où l'esthétique et la provocation se confondaient. L'essor des grandes maisons de disques à partir des années 80 marque un tournant. La musique cesse d'être d'abord une création artistique pour devenir un produit calibré, pensé dès l'origine comme un objet de consommation de masse. Les budgets publicitaires explosent, les clips vidéo, via MTV, deviennent des outils de promotion incontournables, et l'artiste, souvent réduit au rôle de marque, se voit enfermé dans un cycle de sorties et de tournées répondant aux objectifs commerciaux des labels. Pour maximiser l'impact radio et les positions dans les classements, les ingénieurs et producteurs appliquent un formatage strict. Intro courte, moins de 15 secondes, couplet resserré, refrain impératif entre 1 minute 30 et 2 minutes, pont mélodique réduit. Chaque seconde de la piste est minutée pour réduire le risque que l'auditeur zappe et augmente le taux de répétition des écoutes. La version single de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, sortie en 1988, a subi des coupures importantes par rapport à la version originale présente sur l'album. L'introduction, ainsi que certains couplets, ont été tronqués afin de respecter les contraintes des formats radiophoniques, privilégiant ainsi une durée plus courte et un impact immédiat, conforme aux attentes des stations de radio. L'arrivée du CD puis d'iTunes, au tournant des années 2000, renforce cette logique à l'unité. L'album cède peu à peu la place au single à l'achat, favorisant la piste isolée sur la cohérence de l'ensemble. Le consommateur, incité à acheter ses morceaux à l'unité, contribue à fragmenter l'écoute et à privilégier des titres immédiatement payants, plutôt qu'une œuvre globale. Parfois, l'art quitte les méandres de la complexité formelle pour se faire langue de l'opprimé, porte-voix des vies brisées et des révoltes intimes. Dans ce registre, la musique ne cherche plus avant tout la nuance harmonique ou la virtuosité contrapuntique, mais l'authenticité brute d'un vécu, la force d'un témoignage. C'est ainsi qu'est née, à la charnière des années 90 et 2000, une génération portée par Dr. Dre et 50 Cent, où les productions lourdes en basse et les beats syncopés servent d'écrin au récit de survie et de résilience. Dr. Dre, figure de proue du gangsta rap californien, a d'abord posé les bases de ce son avec Nothing But a J-Funk,
1992, le groove lent, les lignes de basse épaisses et la chaleur veloutée du synthé créent un paysage sonore à la fois sensuel et menaçant. Parfait pour narrer la vie dans les quartiers de Compton. 20 ans plus tard, son style D.R.E. 1999 reprend ce même minimalisme percussif, associé à un piano et à un flow implacable, symbolisant la pérennité d'une voix qui ne se lasse pas de dénoncer les inégalités. 50 Cent, protégé de Dre, incarne à son tour ces traditions. Les tambours claquants et le riff obsédant de In Da Club 2003 offrent un cadre accueillant pour son récit autobiographique, entre fierté retrouvée et cicatrices d'une jeunesse passée dans la rue. Dans Many Men Wish Death 2003, le beat se fait plus mélancolique, presque funèbre, pour faire entendre la peur, la rage et la détermination d'un ancien braqueur qui refuse de se laisser abattre. Ces morceaux montrent comment, lorsque l'art devient langue de l'opprimé, la technique musicale, loop répétitif, basse lourde, sample dramatique, sert un propos plus grand. Donner voix à ceux qu'on n'écoute pas. Transformer la douleur en énergie créatrice et parfois faire surgir de ce terreau conflictuel de véritables hymnes universels. Avec l'explosion du streaming, Spotify, Apple Music, Deezer et la domination des playlists éditoriales, la musique se consomme aujourd'hui essentiellement en flux continu. La logique n'est plus l'achat, mais le temps d'écoute. Les algorithmes favorisent les hooks percutants et les intros flash, optimisant le skip rate et la rétention. Un titre est considéré comme performant s'il est joué entièrement plusieurs fois, d'où la multiplication de refrains des 30 secondes. Dans ce contexte d'économie de l'attention, la musique doit capter l'auditeur dès les premiers instants. Intro ultra courte, beat claquant, voix immédiatement présente. Le concept d'album thématique ou de progression narrative recule au profit de playlists hétérogènes, dominées par la statistique. Les artistes indépendants, souvent attachés à la cohérence artistique, peinent à émerger face à ce moteur de recommandation qui valorise l'homogénéité et la répétitivité. L'arrivée du numérique a bouleversé la création musicale en ouvrant un véritable arsenal d'effets de traitement sonore. Parmi eux, l'autotune est rapidement passé d'un simple correcteur de justesse à une signature stylistique. Les voix se trouvent ainsi aplaties, homogénéisées, perdant cette fragilité humaine qui fait vibrer l'âme de l'auditeur. À ses côtés, l'usage massif de boucles préenregistrées, les fameuses loops, a installé une ritournelle mécanique, où le motif se répète inlassablement, sans la spontanéité d'un musicien jouant l'instant. Cette quête de perfection peut amplifier dans la guerre du loudness, où chaque production cherche à paraître encore plus forte et présente. Dans les baffles, les dynamiques se retrouvent écrasées, les silences s'effacent, et le volume constant transforme peu à peu la musique en un mur sonore uniforme, plus fatigant qu'inspirant. Là où jadis, une respiration entre deux notes crée un espace de tension et d'émotion, le spectre sonore est maintenant compressé à l'extrême pour retenir l'attention à tout prix. Parallèlement, la musique s'est mise à vivre autant à travers l'image qu'à travers le son. Sur YouTube et TikTok, le clip n'est plus une simple mise en scène, mais le cœur même de la promotion. Une danse virale, un filtre viral, un challenge en 15 secondes. Ainsi, la création musicale se plie aux exigences du visuel. Le morceau devient un prétexte pour un buzz, de préférence ultra court, facilement partageable. Le rythme musical s'adapte, s'accélère, s'autocensure, tout pour coller à l'algorithme et générer un maximum de likes en un temps record. Tant et si bien qu'aujourd'hui, pour beaucoup, la musique n'est plus qu'un fond sonore et omniprésent dans les cafés, les transports, les séances de sport ou les ambient playlists de bureau. Elle flotte en arrière-plan, consommée en mode multitâche, sans recherche d'une véritable écoute. Et lorsqu'une émotion surgit, elle est souvent noyée dans le flux continu, immédiatement remplacée par le titre suivant, avant même que l'on ait eu le temps de la ressentir plus pleinement. Cette uniformisation technologique et commerciale laisse peu de place à l'improvisation, à l'accident heureux ou à l'audace créative. Les artistes, sous la pression des chiffres et des algorithmes, tendent à reproduire les mêmes formules éprouvées plutôt qu'à explorer l'inconnu. Résultat, la scène musicale perd peu à peu de sa richesse, de sa diversité et la promesse initiale de numérique. Démocratiser la création artistique se heurte aux logiques de viralité et de monétisation. La démocratisation de la musique, permise par le numérique et le streaming, a rendu l'accès au moindre beat aussi simple qu'un clic. Résultat,
La barrière à l'entrée s'effondre et l'on assiste à une prolifération de morceaux qui ne requièrent plus nécessairement une voix puissante, une orchestration sophistiquée ou même une maîtrise formelle du langage. Dans ce paysage tout-terrain, la technicité cède de pas à l'immédiateté. Un loop basique, un microcrédit bon marché et un logiciel d'autotune suffisent pour publier. Cette facilité a contribué à l'appauvrissement de la langue musicale. Les paroles, souvent réduites à des répétitions de formules accrocheuses, perdent en profondeur et en richesse stylistique. Les adjectifs se font rares, la construction syntaxique se dilue et le sens cède parfois au simple jeu de rimes sonores. La musique cesse d'être un art narratif et devient un fond sonore interchangeable, consommé en mode multitâche. Pourtant, au sein de ce format limité, le rap a parfois élevé la langue à des sommets inattendus. Loin de la mélodie chantante, il emprunte une voix de parolier brut, où le flow, le rythme et la densité lexicale font office d'instrumentation. Et c'est dans cet espace contraint qu'émergent les plus grands lyricistes du XXIe siècle comme Eminem. À l'aube des années 2010, l'électrodance s'est imposée comme un moteur incontournable de la musique numérique, portée par des figures emblématiques qui ont marqué cette époque. En 2011, Timbaland, plus connu sous le nom d'Avicii, connaît un succès planétaire avec Levels. Ce morceau construit autour d'un riff de clavier en boucle, un drop euphorique et un sample vocal accrocheur a popularisé le DM auprès du grand public. Il propulse le DJ suédois au sommet des charts et sur toutes les scènes de festivals internationaux, incarnant la puissance fédératrice de ce nouveau style. David Guetta, pionnier du croisement entre pop et danse, s'était déjà imposé à la fin des années 2000 avec des hits comme When Love Takes Over en 2009. Ses collaborations avec Rihanna, Sia ou Nicki Minaj renforcent sa place dominante. Ses productions se caractérisent par des synthés étincelants, des beats martelés et des refrains calibrés pour la radio. Guetta incarne la fusion parfaite entre industrie musicale et EDM, transformant chaque titre en single pensé pour le streaming et la piste de danse, parfois au détriment de la spontanéité artistique. Enfin, le duo français Daft Punk, après une période de relative discrétion, revient en 2013 avec l'album Random Access Memories, mais leur influence se fait sentir bien avant, dès 2010 dans les clubs du monde entier. Entre samples disco avec, comme dans Get Lucky, Grooves Live et un travail minutieux sur le son analogique, ils proposent un contrepoint à la tendance à la surcompression dominante dans le DM. Avec eux, l'électro retrouve chaleur, authenticité et émotion, prouvant que ce genre peut être bien plus qu'un simple assemblage de beats stéréotypés. Au cœur de ce paysage musical en mutation, certaines voix singulières s'élèvent pour réinjecter dans la musique une authenticité et une intimité souvent absentes des productions mainstream. Libérés des contraintes imposées par les grandes maisons de disques, les artistes indépendants retrouvent une liberté créative précieuse. Ils enregistrent chez eux, mêlent les genres, explorent des sonorités inattendues et placent l'émotion au centre de leur démarche artistique. Dans la scène néoclassique, par exemple, Olafur Arnalds se distingue par une fusion délicate entre cordes minimalistes et textures électroniques. Son morceau Saman, avec son piano cristallin ponctué de silences subtils, invite à une écoute attentive et contemplative, renouant avec une profondeur méditative souvent oubliée. De manière similaire, la pianiste et compositrice Agnès Obel dans Fuel to Fire superpose sa voix fragile à des arpèges soyeux, offrant une musique introspective et émotionnellement intense qui semble puiser dans des racines anciennes, tout en étant résolument contemporaine. Parallèlement, la vague folk revival insuffle un renouveau aux instruments acoustiques et aux récits personnels. Dans Love Story de Taylor Swift, l'artiste privilégie une approche plus organique. La guitare acoustique respire, la pédale steel glisse doucement sous la voix et le violon vient souligner le caractère romantique et narratif du morceau, restituant une chaleur et une proximité absentes des productions initiales. Sur le front du jazz, des formations comme Snarky Puppy révisent l'improvisation collective avec brio. Leur morceau Lingus illustre parfaitement ce mélange de groove organique et de complexité rythmique, où chaque musicien apporte sa personnalité sans jamais se plier aux contraintes commerciales, favorisant ainsi une expression libre et authentique. Ces renaissances artistiques ne prendraient sens sans l'engagement de l'auditeur, conscient. Il ne suffit plus d'appuyer sur play
Il s'agit de choisir, de lire les crédits, de soutenir les petits labels, d'assister à des concerts intimistes et de donner du ton à chaque note. En réapprenant l'écoute lente, fermer les yeux, isoler chaque instrument, deviner la respiration de l'artiste, le public retrouve le pouvoir de faire vivre une musique riche et nuancée. La vérité, c'est que la musique a parfois régressé. Pourtant, cela peut être compréhensible. Les moyens techniques sont moins sophistiqués. Mais la vocation reste tout aussi noble, celle de porter la voix de ceux qui, eux, ne peuvent pas se faire entendre. La réduction de l'œuvre d'art à un produit de masse calibré, court, accrocheur, immédiatement consommable, a érodé une partie de sa richesse émotionnelle et de sa diversité. Les algorithmes ont remplacé le crédit, les playlists ont supplanté l'album et le chiffre d'écoute a pris le pas sur la force d'un propos. Pourtant, rien n'empêche, aujourd'hui, de renverser ces tendances. La musique est plus accessible que jamais et chacun peut décider de l'écouter autrement. L'invitation est donc simple, réapprendre à suspendre le temps, à éteindre les notifications, à refermer les playlists automatiques. Cherchez la beauté dans une ligne de basse mouvante, dans un silence bien placé ou dans un texte qui vous parle au cœur. Soutenir les artistes qui prennent le risque de l'authenticité, explorer les disques inclassables et redécouvrir, note après note, ce lien ancien qui relie la musique à l'âme humaine. Parce que, au fond, la musique reste ce miroir de nos émotions et de nos aspirations. À nous de rétablir le regard de l'écoute qui lui rend justice.